vous la parole, Jérôme. Merci. Merci d'avoir rappelé que je baignais là-dedans depuis plus de 30 ans. En effet, je baigne dans l'innovation à la fois par passion, probablement comme beaucoup d'entre vous, et puis également par intérêt et nécessité professionnelle, puisque je suis journaliste et spécialisé dans la tech depuis les années 90, donc j'ai eu la chance vraiment de voir tout l'avènement de cette aventure incroyable depuis l'arrivée d'Internet en France, etc. Donc j'étais à France Info, la radio, pendant très longtemps, pendant 27 ans, et j'ai quitté en fait le service public, on me prend un petit peu pour un fou, il y a peu de temps, en juin dernier, pour me lancer dans une aventure toujours consacrée à l'innovation et à la technologie, un peu plus en solo, et notamment à travers des podcasts, etc. Et le podcast Monde Numérique que vous avez eu la gentillesse de mentionner. Voilà, c'est juste pour vous faire savoir un petit peu qui vous parle aujourd'hui. Et par ailleurs, je poursuis une activité au sein d'un autre média qui s'appelle 01 TV, qui est une chaîne de vidéo consacrée aux innovations grand public que j'ai créée avec un confrère, François Sorel. Et puis je collabore un petit peu à différents médias et j'ai écrit quelques ouvrages également sur les technologies dans une perspective de vulgarisation, même si ce mot on ne l'emploie plus et tant mieux, parce qu'il est un peu vulgaire, mais dans une perspective de démocratisation. En fait, j'ai passé 27 ans à France Info à essayer de faire comprendre à Madame Michu ce que c'était qu'un rançongiciel, un processeur et toutes ces choses un peu bizarres, tout en essayant de l'intéresser et de l'amuser et de ne pas la faire partir en courant. Je vais donc vous parler d'innovation technologique. Vous baignez dedans très certainement. Donc je l'ai dit, moi j'ai plutôt une approche grand public. Je vais me garder de grandes théories et conceptualisations sur l'innovation. D'autres font ça très bien. Pour vous proposer une espèce de petit panorama, de petit catalogue de choses que j'ai pu voir récentes ou un peu plus anciennes et qui montrent un peu les grandes tendances dans lesquelles vers lesquelles va l'innovation aujourd'hui. Et d'autant plus que, comme ça a été dit à l'instant, il y a beaucoup de passerelles en fait. À un moment, on faisait vraiment la différence entre B2B, B2C, etc. Et puis on voit bien que ce qui concerne le B2B concerne aussi le B2C et vice-versa. Il y a des allers-retours très fréquents. Donc voilà, on va parler d'innovation en 2021. Et même si vous n'êtes pas passionné par les passoires connectées, écoutez, j'espère malgré tout vous intéresser. Puisque je vous apporte le top du top de la technologie. Ces petites publicités qui ont une quarantaine d'années, voilà, c'était ça l'innovation il y a 40 ans. Quelles sont les dates un peu majeures? Enfin, moi, celle de ma mythologie personnelle, c'est l'arrivée de l'IBM PC en 1981, du premier Macintosh en 1984. Et puis ensuite, il y a eu toute cette révolution que l'on continue aujourd'hui à sentir tout autour de nous avec le smartphone, avec l'iPhone, donc plus particulièrement la tablette, les objets connectés, les réseaux sociaux, avec le bon et le moins bon, évidemment. Mais tous ces objets technologiques, les descendants de ces machines-là, eh bien en fait, elles sont quand même devenues, il faut bien l'avouer, un peu plus, elles se sont banalisées, sont un peu des commodités aujourd'hui, et on ne choisit plus tellement, par exemple, un smartphone neuf par rapport à ses caractéristiques techniques qui se valent à peu près toutes. On les choisit plus en fonction du design, en fonction de différents éléments. On sent que tout ça est un peu stabilisé. Pour moi, journaliste qui me suis beaucoup intéressé aux innovations en matière de smartphone, j'avoue que ces dernières années à la radio, j'en parlais plus parce qu'il se passait pas grand-chose, en fait. On a quand même atteint clairement un palier. Alors l'innovation, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Moi, j'ai identifié quelques directions. D'abord, la première, et il ne faudrait pas l'oublier, parce qu'elle est quand même à la base de tout, c'est ce qui se cache derrière ce monsieur, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas, les réseaux. Les réseaux, je ne dis pas ça parce qu'il y a peut-être des représentants des opérateurs dans la salle, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les opérateurs qui font quand même un travail un petit peu peu visible parfois, mais tellement important, parce que c'est l'avènement des réseaux qui a clairement tout changé. Bon, alors donc, on va pas refaire l'histoire, mais 2G, 3G, 4G, aujourd'hui on en est à la 5G, on a un petit peu de retard, on va dire, en France, mais pas tant que ça, mais par rapport à l'Asie, évidemment, on est en retard. C'est officiel, ça a démarré depuis
novembre dernier. L'objectif, vous le savez sans doute, c'est de couvrir les 2/3 de la population en 2025. Donc voilà, ça se met en place. Ce qui est amusant, c'est quand on discute avec des spécialistes de ce secteur, c'est que pour eux, la 5G, c'est presque déjà de l'histoire ancienne. Ils sont tous déjà sur la 6G. Les fabricants, les opérateurs, etc. Objectif 6G, qu'est-ce qu'on va mettre dans la 6G et tout. Donc, quelqu'un comme moi se retrouve à faire le grand écart entre ces gens-là, qui vous parlent futur 6G, et puis de l'autre côté, des gens qui sont dans les zones blanches en France, qui vous disent « mais de quoi vous me parlez? Il n'y a même pas la 3G chez nous ». Mais bref, c'est pas grave, c'est un train qui avance, c'est ça le train de l'innovation. Il y a un autre phénomène qui s'est produit récemment, qui est en train d'arriver, c'est ça, c'est les satellites. Alors c'est pareil, c'est un truc qui n'est pas nouveau, les satellites, hein, franchement, c'est même très ancien, mais voilà, vous le savez, Elon Musk a commencé à lancer sa constellation de satellites, 1600 satellites qui sont déjà en orbite, 12 000 prévus en 2025. Il n'est pas le seul, il y a d'autres projets. Amazon est sur un truc identique qui s'appelle Kuiper. Il y a même des startups comme Link aux États-Unis qui prévoient de lancer des satellites. Pour faire quoi? Pour offrir du réseau, de la connexion Internet sans fil, haut débit, à tous les gens qui ne peuvent pas y accéder par les voies traditionnelles, la fibre, la 5G, la 6G. Ben là encore, je pense que c'est quand même très important parce que c'est la base de tout ce qui peut nous arriver maintenant. Si on parle de réseau, on peut extrapoler un peu et parler d'une autre tendance très très forte en ce moment qui est plus du côté applicatif, hein, plus niveau usage, mais c'est ce qui se repose sur le réseau, c'est le cloud. Et le cloud qui, avec toutes les notions de cloud souverain, etc., prend de plus en plus d'importance. Les solutions en SaaS, moi, je n'entends parler que de SaaS autour de moi. Il y a même des notions nouvelles. Là, j'ai découvert le DaaS, c'est-à-dire le Desktop as a Service, où on prévoit plus de 150% d'utilisateurs en 2023. Donc une virtualisation des outils, etc. Tout ça s'appuyant sur le réseau. Le réseau, c'est la base de tout. Encore une fois, je ne travaille pas pour un opérateur télécom. Autre grosse tendance, un buzzword, mais il faut des buzzwords. Il faut des buzzwords, c'est l'intelligence artificielle. L'IA qui n'existe pas, comme chacun sait, hein, comme l'a dit en tout cas Luc Julia dans un bouquin où il a un petit peu remis les pendules à l'heure. Voilà, l'IA, c'est que du calcul selon un certain type d'algorithme avec beaucoup de data. Ça n'existe pas, mais c'est quand même une priorité pour des tas de gens dans le monde, c'est une priorité pour Vladimir Poutine, c'est une priorité pour aujourd'hui certains dirigeants, et tant mieux, et puis toute une industrie. Et puis l'IA qui est en plein boom dans tous les secteurs, la santé, l'industrie, le e-commerce, le retail, la finance, avec beaucoup de fournisseurs de solutions. Bon, on peut citer voilà, un exemple parmi d'autres, même si ce n'est pas son cœur de métier, mais la start-up française Miracle, qui a fait une levée de fonds, qui a fait récemment des levées de fonds, qui se retrouvent valorisées aujourd'hui à 3,5 milliards de dollars, parce qu'elle fait de la marketplace, et notamment de l'IA pour la marketplace. Et on prévoit que les dépenses en IA des entreprises explosent dans les années à venir. C'est pas moi qui le dis, c'est Accenture. 86% des dirigeants français estiment qu'ils doivent miser sur l'IA pour atteindre leur objectif. Voilà. Alors, il y a quand même un petit paramètre qui vient s'ajouter à ça, qui est assez intéressant, mais 88% ne savent pas comment il faut faire. C'est pas moi qui vais vous donner la solution, mais c'est intéressant à souligner, et on comprend bien la préoccupation qui peut être celle des responsables d'entreprise par rapport à ces technologies-là. Alors, ça bouge en France, l'IA, on sait que les GAFAM, les géants américains, sont très en avance parce qu'ils ont la data, et puis parce qu'ils ont la puissance aussi par rapport au numérique. On n'est pas en retard, ça bouge en France. Le plan France-IA a été annoncé en 2017, quelques milliards qui ont été débloqués, et puis surtout c'est la valeur symbolique d'un engagement de l'État qui fait toujours du bien dans les différentes filières, on le constate à chaque fois. Alors c'est moins qu'aux États-Unis ou en Chine évidemment, hein, ce type d'investissement, mais c'est quand même pas négligeable. Et puis, coïncidence, et alors là, franchement, félicitations, vous organisez votre événement aujourd'hui même, alors qu'Emmanuel Macron doit présenter aujourd'hui son plan France 2030, où il y aura visiblement encore un volet sur l'intelligence artificielle et sur l'innovation. Maintenant, on le sait, la volonté, c'est d'aller vers de l'innovation un peu plus industrielle, l'hydrogène, les batteries, etc., etc. Au-dessus, il y a l'Europe,
qui aussi est très active, ou en tout cas très bavarde, et puis l'Europe qui, comme on le sait, aussi aime bien faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire réguler, créer des règlements, des lois, et donc l'Europe qui a énoncé sa doctrine il y a déjà quelques mois, ou un an ou deux, je crois, qui est donc d'essayer de valoriser l'IA éthique, l'IA positive, une IA utile, et puis tout en essayant de se préserver des dérives de l'IA, dont je ne vais pas rentrer dans ces dérives maintenant, mais essayer de trier le bon grain de livret. Les applications de l'IA, il y en a 10 000. Tiens, j'en ai choisi une dans un secteur qui me concerne particulièrement, qui sont les médias, et que je trouve assez intéressant. Et par exemple, c'est ceci. 欢迎来到新华社，我是由新华社和搜狗公司联合培育的全球首个 AI 合成女主播。我的名字叫辛小萌，我的声音和外形。Voilà, alors c'est pas tout nouveau, mais c'est une IA qui présente les nouvelles en Chine. Je vous présente Qiu Hao, qui est présentatrice virtuelle de l'agence de presse officielle Xinhua, et donc qui utilise de l'IA. Bon, alors il y a de la modélisation 3D. Il y a de l'IA pour l'animation du personnage, il y a de l'IA pour la synthèse vocale, et il y a de l'IA également pour l'assimilation des données et la création des contenus en termes de news. C'est un exemple parmi 10 000 exemples, on aurait pu citer plein de choses. C'est vrai que moi, personnellement, je suis particulièrement intéressé et fasciné par tout ce qui touche à l'information, aux médias, etc. Et notamment en termes de fabrication de langage, aujourd'hui, on arrive à des choses incroyables avec les solutions GPT-3, etc. Donc voilà, donc l'IA est l'une des dimensions, évidemment, super importantes. Autre buzzword, autre axe d'innovation en ce moment, je ne vous apprendrai rien en vous parlant de blockchain, bien entendu. La blockchain, la chaîne de blocs, inventée en 2008, avec le Bitcoin, bon, avec de plus en plus d'applications. Moi, quand je rencontre des entreprises, que ce soit des grosses, des petites, alors vous avez des startups qui travaillent là-dessus, puis vous avez des grandes entreprises qui s'y mettent également, des applications dans le juridique, dans les assurances, avec les smart contracts, dans l'énergie également. Récemment, à l'occasion de Vivatech, j'ai interviewé une startup française qui s'appelle Exaion, qui est une émanation d'EDF, et qui a mis au point des solutions de blockchain pour les entreprises qui ont besoin d'implémenter de résoudre des problèmes grâce à la blockchain. Et ils font tourner ça sur des supercalculateurs qu'ils récupèrent et qu'ils rachètent à EDF. Donc il y a aussi un environnement, il y a aussi un aspect recyclage, renouvellement, etc. C'est assez intéressant. Et la blockchain, ça touche le grand public, principalement à travers les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est quand même l'une des phases visibles de la blockchain qui est assez waouh. Et puis, autre chose, tout récemment, les NFT, les non-fungible tokens, qui sont donc un moyen qu'on a trouvé, un moyen génial ou pas, d'authentifier la propriété de certains biens virtuels, comme des images. Voici 3 petites images. Ces 3 œuvres d'art, on va dire ça comme ça, sont donc des œuvres numériques achetées en NFT. Alors c'est celle de mon fils. Il m'a autorisé à vous les montrer. Il m'a dit « Ouais, ça c'est mon portefeuille de NFT. Il y en a pour plusieurs centaines de dollars. Il espère que ça va monter. Et ce sont des images, rien de plus, que vous pouvez prendre, copier, utiliser même. Seulement le propriétaire, c'est mon fils. Et personne d'autre. Ça ne lui donne aucun droit, si ce n'est celui de pouvoir le revendre éventuellement si ça prend de la valeur. » Magie abstraite des NFT. Voilà, donc dérivé de la blockchain. Autre dimension intéressante, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Là encore, c'est une chose que moi je vois, enfin j'ai vu des choses depuis déjà un paquet d'années, dans les salons, au CES de Las Vegas, à l'IFA de Berlin, au salon de Barcelone sur la téléphonie mobile, etc. On ne parle que de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et alors je trouve que c'est intéressant parce que c'est une techno qu'on nous a présentée à nous, journalistes, comme une technologie grand public, ludique pour faire du jeu vidéo, etc. Bon, moi je me souviens avoir essayé le premier casque Oculus. Non, c'était pas l'Oculus d'ailleurs, c'était l'autre dont j'ai oublié le nom. Au salon de Barcelone, alors il y avait
il y avait quelques journalistes qui avaient eu ce privilège de pouvoir essayer ça. Je m'étais fait plein de jaloux parmi mes confrères. Et j'étais complètement scotché. Bon, maintenant, tout le monde connaît ça, plein de gens ont ça chez eux. Et vraiment, on pensait que ça allait révolutionner, on ne savait pas trop quoi, mais quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le jeu vidéo, c'est une utilisation assez marginale. Sony a sorti son casque de réalité virtuelle. Évidemment, l'Oculus de de Facebook, pardon, est pas mal. Il y avait vraiment des programmes sympas. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous invite à essayer parce que c'est vraiment assez chouette, aussi bien en termes de divertissement que de voyage, même on peut se promener dans des villes d'Europe. C'est d'ailleurs utilisé pour faire voyager des personnes âgées dans des EHPAD, etc. Moi, je me suis fait un petit trip dans la station ISS, juste avant Thomas Pesquet. J'ai fait un peu de reconnaissance et c'est complètement fou. On est au milieu de son salon et on a l'impression presque d'être en flottaison. Alors, il y a ceux qui vomissent très vite. Moi, je supporte assez bien le truc. Bref, c'est assez magique. Mais malgré tout, on s'aperçoit que les applications aujourd'hui réelles, concrètes de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, elles sont beaucoup plus dans le monde professionnel. C'est la formation, c'est la santé, c'est l'industrie, avec la réalité, pour la réalité augmentée surtout, c'est le tourisme aussi, c'est l'immobilier, etc. Et l'industrie de la VR, alors j'ai trouvé un chiffre qui nous indique que l'industrie de la VR devrait peser 10 milliards de dollars en 2025. Donc certains vont se régaler et on comprend pourquoi les uns et les autres investissent là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs encore malgré tout. Il y a Facebook, Google, et puis il doit y avoir un ou deux pure players. Enfin, il y a Sony, mais bon, c'est un petit peu gadget. Et puis il y a Microsoft. Microsoft, alors, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est ce qu'ils appellent de la réalité mixte, qui est en fait de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on voit le monde réel et par-dessus, on voit des images virtuelles. Et voici donc ce que ça donne. Et ça, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester HoloLens, et notamment HoloLens Mesh, qui est la dimension collaborative et participative. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler à plusieurs sur des maquettes, par exemple, des prototypes, des applications en 3 dimensions. Donc, on est dans une nouvelle dimension du travail collaboratif. Alors là, il y a une chose qui est intéressante, je vais faire une petite pause sur image. Si vous regardez bien, le personnage de gauche est un avatar. Ce n'est pas une personne réelle. Ça veut dire que... Bon, c'est un film publicitaire, donc évidemment c'est un peu truqué, mais ça montre quand même une certaine réalité. Les 2 personnes de droite sont dans la même pièce. La 3e est une vraie personne, mais qui est située dans une autre pièce. Si ça se trouve, très loin dans un autre pays d'ailleurs. Moi j'ai testé ça, c'est assez bluffant. Sauf que là, il force un petit peu la dose. L'avatar de Microsoft n'est pas du tout à ce niveau de réalisation aujourd'hui. Ça, c'est là où ils veulent arriver dans quelques temps. Pour l'instant, c'est plus une image fixe. Et juste le visage. Mais il n'empêche, c'est quand même intéressant. Et HoloLens Mesh, et HoloLens, il y a un marché, il y a des entreprises qui utilisent aujourd'hui HoloLens, éventuellement pour faire ce genre de choses, travailler sur des maquettes, etc. On m'a parlé l'autre jour d'une application dans une entreprise. Alors c'est très basique, mais c'est pour recenser des extincteurs dans des bureaux. Eh bien, en fait, un technicien se promène avec un HoloLens et il suffit qu'il regarde partout dans les coins et tac, 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 avec les caméras, le système va détecter des extincteurs, compter des extincteurs, etc. Et ça lui fait gagner beaucoup de temps. Et puis, on a aperçu aussi une application possible en termes de médecine, de télémédecine, bien sûr, à la maison. Enfin, on peut dire là que vraiment Microsoft a pris une direction et visiblement, apparemment, ils sont en train de trouver leur marché, même si je crois que c'est encore un peu difficile, mais bon, ils arrivent quand même, et en tout cas, ils continuent à innover, c'est vraiment chouette. Autre application de la réalité virtuelle, pour le coup, il s'agit vraiment de réalité virtuelle, c'est la solution Facebook Workrooms, qui a été dévoilée par Facebook il y a quelques semaines à peine. Et c'est donc la possibilité de faire des réunions virtuelles avec un masque Oculus, on va le voir, et de se retrouver plongé à plusieurs dans une salle de réunion virtuelle et même dans un environnement de travail, puisque vous voyez, il y a aussi la configuration cours, on peut manipuler des documents, et c'est assez bluffant. On peut intégrer dans l'environnement virtuel son propre clavier, son propre ordinateur, il suffit d'avoir ça sur son bureau. Alors moi j'ai essayé ça avec un
confrère journaliste qui était au Québec et on s'est fait une petite séance pendant 2 heures. On était scotchés parce que, effectivement, on a tous vécu les expériences de visio et de visioconférences interminables et très fatigantes pendant le confinement. Et bien là, on pourrait penser que le fait d'avoir un casque sur les oreilles et sur la figure est plus contraignant et plus fatigant. Et en réalité, j'aurais tendance à penser que c'est le contraire parce que on a vraiment la configuration d'une salle de réunion normale avec un sentiment de proximité qui est incroyable. C'est-à-dire que si je me tourne sur la droite et que quelqu'un est assis sur ma droite, je vais pouvoir lui parler doucement, le son est spatialisé. Quelqu'un qui est plus loin, je vais le sentir plus loin. On est beaucoup plus immergé dans une ambiance quasi normale. Même si tout se fait sous forme d'avatar, c'est un choix de Facebook. Je pense que c'est un choix parce que pour la technique, c'est plus facile. Et c'est pas plus mal, parce que d'abord, ça permet de faire une réunion chez soi en restant en pyjama ou comme on veut, puis d'être néanmoins présentable. Mais ça crée à la fois de la proximité et de la distance, ou tout au moins quelque chose d'un peu pudique, qui est pas mal. Il y a une détection des expressions faciales, juste avec les capteurs qui sont dans le masque, qui sont incroyables, parce qu'on n'a pas de caméra en face, on n'a que ce masque-là, qui a des capteurs et qui a des caméras dirigées vers l'extérieur. Et malgré tout, avec les mouvements de caméra, avec le son de la voix, la bouche est animée, donc ça crée un peu de vie au niveau du visage. Et il y a une détection des mains, de hand tracking, qui permet vraiment de reproduire les gestes, donc c'est assez bluffant. Tout ça, ça s'inscrit dans le concept de Mark Zuckerberg de Metaverse, qu'il a présenté cet été. Qui est ce concept très à la mode dans la Silicon Valley de fusion entre le virtuel, le réel. C'est-à-dire que demain, on ne dira plus « je vais sur Facebook », mais « je vais dans Facebook ». Cela dit, plus personne dira ça, puisque plus personne n'ira sur Facebook, mais c'est un autre problème dont on ne parlera pas ici. Est-ce que c'est le futur du télétravail ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une dimension assez intéressante. Humblement, j'avoue qu'au-delà du test, moi, j'ai pas vraiment fait de réunion de travail avec ça, parce que c'est pas très développé malheureusement, mais j'aimerais vraiment pouvoir le faire. L'avenir, c'est de pouvoir s'affranchir de ce gros équipement qui est assez lourd, qui nous coupe complètement de l'extérieur. Mais alors après, ça, c'est un choix. Si on veut être projeté dans un environnement virtuel, on est obligé de se couper de l'environnement réel autour de soi. Mais l'avenir, c'est plutôt de la miniaturisation, bien sûr, et Facebook, notamment, travaille sur des lunettes qui intégreraient ce genre de dispositif. On se rappelle les fameuses Google Glass. Et bien là, on va avoir très bientôt... Alors, ils ont lancé déjà un produit il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, mais qui n'a rien à voir avec les attentes et la promesse. C'est juste avec des caméras à l'extérieur. Mais ils ont l'ambition, Facebook, de lancer des lunettes un peu plus immersives. Il y a aussi le chinois Xiaomi, et il y a Apple, mais bon, sans absolument aucune confirmation, mais on murmure depuis longtemps qu'Apple devrait également faire des annonces et des nouveaux produits dans ce domaine. Autre piste totalement différente, autre buzzword, pas encore mais ça viendra peut-être, l'informatique quantique. Nous passons donc à l'informatique à l'échelle de la matière, qui est, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que je ne suis pas du tout professionnel de l'informatique quantique, mais ce sera une véritable, on peut dire, révolution copernicienne, c'est-à-dire que la physique quantique en elle-même va remettre en question beaucoup de choses dans notre monde actuel, et l'informatique quantique va également elle-même remettre en cause un certain nombre de choses. L'informatique quantique, on ne l'aura pas sur notre bureau, ce n'est pas l'ordinateur du futur qu'on aura sur son bureau, c'est un appareil de plus qui sera piloté d'ailleurs par des ordinateurs traditionnels et ça va s'utiliser, on le sait, dans le domaine de la santé, dans l'industrie pharmaceutique pour créer de nouvelles molécules, etc. Dans l'environnement, dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'espoir en termes de modélisation météo, de modélisation des transports, modélisation des flux des pollutions diverses et variées, etc. Alors les acteurs, qui sont-ils ? Tous les grands, Microsoft, IBM, Google, des Français aussi, Thales, Atos, etc. Les Chinois. C'est un domaine qui est encore à la fois déjà un petit peu dans l'industrie et encore beaucoup dans la recherche. Il y a beaucoup d'universités de chercheurs qui sont sur l'informatique quantique parce qu'il
Il y a en réalité plusieurs manières de faire de l'informatique quantique. Et puis il y a des startups françaises. Moi, je suis allé rencontrer sur le campus de Saclay, une startup que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pascal, qui fabrique un ordinateur quantique qui va être vendu aux entreprises qui ont besoin qui ont certains besoins dans ce domaine. C'est c'est de la taille d'une petite chambre à coucher, on va dire, ce qui est quand même déjà pas mal. Et ça coûtera, je ne sais plus exactement, mais évidemment, ça coûtera très cher. Mais ce sera un produit commercialisé. Et il y a beaucoup de startups françaises dans le quantique. Il y en a une autre qui s'appelle Candela, qui travaille sur un processeur quantique à base de photons. Et on pourrait citer également Alice et Bob, qui fabrique des processeurs à base de qubits de chat. Il ne s'agit pas des chats qu'on prend dans la rue pour leur extraire les qubits, mais bien évidemment du chat de Schrödinger, qui est à la base de la théorie de la physique quantique. Je vous renvoie à Wikipédia si ça ne vous parle pas en détail. La France a fait pas mal de choses et a annoncé pas mal de choses dans ce domaine. Il y a le plan quantique qui a été annoncé en janvier dernier par le gouvernement, 1,8 milliard sur 5 ans. Ce qui est pas mal, ça placerait la France au 3e rang, loin derrière, mais quand même après les États-Unis et la Chine. Et derrière, il y a beaucoup de potentialités, emploi, exportation. Et donc, il y a évidemment une compétition internationale pour savoir qui sera leader dans le quantique. Si j'ai bien compris, on n'est plus dans la même problématique, par exemple, que l'IA, où on a besoin de la matière grise, de la data. Là, on est plus, évidemment, sur des notions de physique, de recherche. Et comme on n'est plutôt pas mauvais en France à ce niveau-là, on a probablement toute notre chance. Bref, la course au quantique est lancée. Sachant que le quantique va nous apporter plein de belles choses pour le futur et pour le futur de nos enfants, mais aussi sans doute des petits problèmes, puisque le quantique, grâce à sa superpuissance, sera capable, nous dit-on, notamment de faire sauter tous les systèmes actuels de protection qu'on utilise, toutes les chaînes de... je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui est utilisé dans la banque, tout le système de chiffrement, en fait, utilisé dans la banque, dans l'armée. Le quantique arrive et est capable de faire péter tout ça grâce à la puissance de calcul qui est derrière. Mais rassurons-nous, les chercheurs et les professionnels sont déjà sur le coup et sont déjà en train de travailler à des algorithmes de cybersécurité post-quantique qui sont apparemment très importants, et c'est dès aujourd'hui qu'il faut s'en occuper, parce qu'en fait, si vous avez des données qui ne sont pas résistantes aux ordinateurs quantiques, même s'ils n'arrivent que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, il sera un moment... Enfin, il faut d'après ce que j'ai compris, il faut les chiffrer dès maintenant pour qu'elles soient résistantes au quantique, afin de pouvoir faire face à cette menace dans le futur. Voilà pour le quantique. Allez, encore autre chose. La robotique, évidemment. Les voitures autonomes et les robots, ça continue de faire rêver. Enfin, moi, j'adore ça. Beaucoup de déceptions ces dernières années sur les salons de high-tech. Je vais tous les ans au CES de Las Vegas. On cherche les robots et c'est très décevant. Il n'y a rien de fabuleux. Mais là, quand même, on sent qu'il va se passer des choses. Alors, non pas le Wall-E en question, mais par exemple, vous avez Tesla qui a annoncé son Robobot, son Tesla Bot, pardon. Il y en a d'autres. Il y a en Chine... alors ça, c'est plutôt pour la voiture autonome, pardon. Pour la voiture autonome, Tesla va annoncer son robot, mais Tesla, évidemment, est aussi on le sait, très engagé dans la voiture autonome. En Chine aussi, il y a des marques équivalentes comme NIO, Xpeng, etc. En France, on essaye de s'adapter. Il y a une instance, un organisme qui vient de se créer il n'y a pas très longtemps, là, qui s'appelle Software République, qui réunit Renault, Atos, Thales, STMicro, Dassault Systèmes. J'ai eu l'occasion d'interviewer son directeur général pour mon podcast il y a quelques semaines. C'est dirigé par Luc Julia, dont on parlait tout à l'heure, et l'idée, c'est de mettre en place une plateforme logicielle pour le véhicule de demain qui sera notamment autonome, pas forcément, pas seulement, c'est pas l'unique objectif de cet organisme, mais ça en fait partie. Ça, c'est la voiture autonome. La robotique à proprement parler, voici donc le Tesla Bot de Tesla. Voici rien du tout, en fait, parce que c'est une image de synthèse, c'est que de l'esbrouf, c'est que de la com. Ça a été présenté en août dernier, mais la promesse, c'est de créer cette espèce de machine humanoïde avec 40 articulations électromagnétiques qui pourra porter des charges jusqu'à 20 kg, soulever 68 kg du sol, et grâce à des technologies qui sont issues des véhicules Tesla, et notamment le système autopilote. Il nous promet quand même
un prototype pour l'année prochaine, on verra bien. En attendant, en matière de robotique, il y a des choses qui existent déjà, qui sont très tangibles, que vous connaissez certainement, et notamment Boston Dynamics. Vous avez probablement vu cette petite vidéo sur les réseaux sociaux, mais on va se la refaire juste pour le plaisir, parce que c'est assez incroyable quand même, cette prestation du robot Atlas de Boston Dynamics, qui est clairement donc humanoïde. Il y a aussi son petit frère, Spot, le petit chien, qui était présenté au salon Vivatech en juin dernier et qui a eu pas mal de succès. Il faut savoir que pour arriver à ce genre de démonstration, c'est quand même des heures et des heures de programmation, de tests, de mise en route. Et d'ailleurs, c'est amusant d'aller voir sur le site de Boston Dynamics les vidéos des ratages, de toutes les chutes de ces robots. Mais bon, une fois que ça marche, une fois que le programme est exécuté bien comme il faut, c'est assez impressionnant et on comprend qu'on commence vraiment à entrer dans l'ère de la robotique. Bon, il y a plein d'autres choses qui se préparent. Les robots de livraison, alors là, ça risque de devenir très tangible très très vite. Au CES de Las Vegas, le dernier où on a pu aller, moi j'avais vu un robot vraiment humanoïde qui sort les paquets de la voiture et qui va les porter devant la porte et qui va les remettre à la personne. On n'en est pas encore là, mais ça va arriver. Ce qui va arriver, c'est un peu moins sexy, mais ce sont les petits véhicules de livraison dans les villes. La semaine dernière, dans le 12e arrondissement à Paris, il y avait des tests de robots de livraison qui ne sont pas réellement des robots, c'est-à-dire qu'ils ont une partie autonome, mais ça reste des véhicules télécommandés. Et en l'occurrence, c'est amusant parce que c'était un robot qui était télécommandé depuis Lyon, pas Paris. Il paraît qu'on va passer à la 6G. Et oui, ça va être encore mieux. C'est vrai que la 6G, on n'a pas fini de craindre ce genre d'innovation, mais ça, c'est une question un peu de crainte par rapport à l'innovation. Je voudrais vous en dire un mot là, juste après. Tiens, robot, je vous ai trouvé aussi une petite vidéo. Celle-là, je ne suis pas sûr que vous la connaissiez parce qu'elle est toute fraîche. Regardez ça, si c'est pas beau, c'est un autre spécimen de robot. Engineers at Caltech have built a robot that combines flying and walking to create a new form of locomotion. Il vole et il marche. The robot is called Leonardo for Legs Onboard Drone, or LEO for short. Leo has a pair of multi-joint legs for Voilà, bipedal un robot qui walking. marche et qui vole, Also qui has fait aussi du pellet skateboard thrusters that make its walking more et qui a été mis stable, au point par allow it to l'université hop américaine and jump. Caltech. The goal of Leo is to give a robot unprecedented walking ability and also to study and solve problems. Donc c'est quand même pas mal, les robots, by on est hybrid quand même... motion. Bon là, on pourrait Leo aussi is se faire capable peur avec of many des tricks. choses comme Tightrope les walking, nanorobots stair et flying, les nanodrones, etc. Mais je vous en Leo parlerai pas is parce que sinon helping on va partir en engineers pleurant. rethink how robots Restons can sur move in the des future impressions that positives could de ces overcome robots qui difficult vont être là pour environments nous aider robotic à intervenir, notamment dans des endroits hostiles pour l'homme, etc. Voilà, donc pour ce petit tour d'horizon des principales tendances en matière d'innovation, je vais encore garder la parole quelques minutes parce que c'est pas fini. En fait, je voulais mettre tout cela en perspective avec d'autres choses que moi je constate, vu de ma fenêtre d'observateur modeste, que je constate malgré tout tous les jours, c'est qu'aujourd'hui l'innovation, eh bien, elle doit aussi répondre à d'autres critères. Elle ne peut plus se contenter d'être waouh et juste pour la performance. Les innovations, d'abord, elles doivent être utiles. Pour être socialement acceptées, il faut qu'elles soient utiles. Plus question d'innover pour innover. Il faut répondre à un vrai besoin, apporter de la valeur, apporter un avantage concurrentiel, etc. Donc typiquement, par exemple, des oreillettes Bluetooth baguettes, c'est pas vraiment utile. Et aujourd'hui, si moi, journaliste, parle de ça au grand public, je vais me faire tuer parce qu'on va me dire que c'est du gaspillage, que c'est du gaspillage de temps, de produits, de matière. C'est pas respectueux de l'environnement et ça sert absolument à rien. Et je suis assez d'accord. Et aujourd'hui, l'innovation, eh bien, elle doit se confronter, elle est de plus en plus confrontée à un discours techno-critique. Il faut qu'elle soit acceptable. Le dessin sur la 5G et les vaccins est parfaitement révélateur de certaines inquiétudes.
parce que ça suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est pas nouveau, c'est un phénomène qui est ancien, le ludisme, le néoludisme, où les artisans cassaient les machines parce qu'ils avaient l'impression que ça allait leur supprimer leur emploi. Moi, je demande à voir, lorsque 50% des taxis seront remplacés par des voitures autonomes, à mon avis, il y en a certaines qui vont prendre des coups de batte de baseball aussi. On le voit, on a vu déjà avec sans même parler de robotisation, mais avec l'arrivée d'Uber, toutes les polémiques et tous les problèmes qu'il y a eu. En ce moment, la grande polémique à la mode, c'est sur le quick commerce, les livraisons en 10 minutes, se faire livrer un paquet de fromage râpé par quelqu'un en vélo, etc. Est-ce que c'est bien éthique? Est-ce que c'est bien utile? Est-ce que c'est bien moral? Voilà, bon, on pourra en parler. Bref, le solutionnisme techno n'a pas la cote. Donc des gens comme moi en souffrent, puisque moi j'étais persuadé que la technologie allait sauver le monde, et on s'aperçoit que la technologie peut faire du mal et ne va pas forcément régler tous les problèmes. Mais il faut néanmoins rester positif, et elle va apporter certainement beaucoup de choses. Il y a différentes formes d'innovation aussi, on s'en rend compte, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un palier, tout à l'heure je vous parlais des smartphones qui font plus vraiment rêver, parce que l'innovation aujourd'hui n'est plus forcément disruptive. Elle n'est plus forcément la révolution qui va tout changer, elle est beaucoup plus incrémentale, et ça, Apple avec l'iPhone, je le cite souvent, mais c'est tellement un exemple emblématique, apporte, est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que l'iPhone 13 qui vient de sortir, voilà, que j'ai ici, qui est l'iPhone 13 Pro Max, qui n'apporte rien par rapport au précédent. On peut trouver ça pas bien, on peut trouver ça bien. Moi, je trouve ça pas mal, en fait, parce qu'il apporte rien, sauf que la personne qui va l'acheter cette année, il aura quand même les derniers petits raffinements. Ce sont des petites choses qui ont été améliorées, la photo, l'autonomie, le truc, le machin. C'est de l'innovation incrémentale. Et d'un autre côté, c'est pas mal parce que c'est plus respectueux de l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez l'iPhone 12, surtout gardez-le, il est encore valable. Et si même vous avez de vieux iPhones, ils sont encore tout à fait valables. La durée de vie d'un iPhone, aujourd'hui, c'est quand même 5 à 6 ans, ce qui est énorme. Et on fait, on fait des procès parfois en obsolescence programmée qui ne sont pas toujours, à mon sens, justifiés. Autre chose, l'innovation doit être inclusive. C'est vraiment un mot important qui revient très souvent, c'est-à-dire qu'elle doit bénéficier à tout le monde, elle doit exclure personne. Et en plus, elle doit, si possible, essayer de régler des problèmes pour inclure des personnes qui, déjà, par définition, rencontrent des difficultés. Ce que vous voyez ici, c'est une start-up française qui s'appelle Vandercraft, qui fabrique des exosquelettes. L'objectif, elle est actuellement co-dirigée par un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Constanza, qui a un fils, je crois que c'est lui d'ailleurs, qui est tétraplégique. Et son objectif est d'arriver à faire remarcher son fils. Alors c'est pas ce qui guide 100% de la société, mais c'est son moteur personnel à lui, et ils font des choses extraordinaires, ils essayent vraiment de rendre la marche. Donc voilà, on est complètement là dans l'innovation au service de la résolution d'un problème et d'un handicap. Sur les smartphones, il y a des tas de fonctions qu'on ne connaît pas forcément parce que, bien sûr, elles ne concernent pas tout le monde, mais des fonctions d'accessibilité, que ce soit iPhone ou Android. Il y a des trucs géniaux pour les personnes aveugles, en termes de commandes vocales, d'interaction vocale, etc. Il y a plein de trucs. Et chaque fois, il y a des petites choses nouvelles qui arrivent. Donc, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle le Tech for Good. Et le Tech for Good, il y a de plus en plus de start-up aussi qui se positionnent là-dessus, alors avec du bon et du moins bon. Ça devient aussi un buzzword et parfois on sent que certaines start-up s'auto-labellisent Tech for Good parce que comme ça, elles se disent qu'on va parler d'elles. Mais on vous a vu, on vous a repéré. Il y a également des fonds d'investissement, Tech for Good, des fonds d'investissement à impact pour essayer de soutenir ces innovations. Par exemple, le fonds 2050. J'ai interviewé récemment à l'occasion de l'événement qui avait lieu à Paris, qui s'appelait le French le Digital Day, enfin je me souviens plus. Olivier Mathieu et Marie Eklund qui ont créé ce fonds pour soutenir les startups à impact. Alors c'est très bien, c'est super. Bon, petit clin d'œil malgré tout. Personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que au moment où on parle le plus de Tech for Good et d'innovation impactante, etc., vous savez quelle est la plus grosse levée de fonds de la French Tech depuis l'histoire de la French Tech. 680 millions de dollars, c'était il y a 15 jours. C'est donc Sorare, qui est une start-up très honorable, que je salue,
mais qui fait l'équivalent des vignettes Panini pour faire des collections de photos de joueurs de foot en NFT. Pourquoi pas? Il y a un marché, c'est super, c'est pas déshonorant, etc. Mais on voit que c'est pas facile non plus pour ces entreprises tech for good. C'est pas forcément facile de trouver de l'argent, de s'imposer, etc., etc. Sorare, voilà, c'est ça qu'ils font. Ce qui est important aussi, c'est que l'innovation doit être respectueuse de l'environnement, c'est une banalité de le dire. Non seulement elle ne doit pas être elle-même trop impactante, donc réduire au maximum le bilan carbone, et si possible, elle doit contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, par exemple avec des innovations, même les plus folles, comme ce truc qui est en train de développer, mais dans plusieurs pays, un aspirateur à CO2. On récupère l'air, on en extrait le CO2 et on fabrique des petits cailloux, du ciment, de la colle, je sais pas quoi, etc. Pour l'instant, c'est une aberration écologique parce que ça consomme beaucoup plus d'énergie enfin, le bilan carbone n'est pas du tout positif. Mais on est au début de l'histoire. Peut-être qu'on arrivera à des choses. Si on ne le tente pas non plus, on ne peut pas tout arrêter. Donc un certain nombre de startups et même de grands groupes tentent ce genre de choses. Après, il y a des choses beaucoup plus simples. Moi, tous les jours, je reçois des communiqués de startups qui inventent des solutions tech for good. Donc, comme je le disais, plus ou moins intéressant. Il y en a qui sont très bien. Il y a une startup française qui s'appelle Greenly, qui a fait pas mal parler d'elle, qui diffuse une application qui calcule le bilan carbone des transactions bancaires. Je ne savais pas qu'on pouvait vraiment isoler le poids et le bilan carbone des transactions bancaires, et ça intéresse beaucoup les banques, et ça contribue à faire des audits de bilan carbone, ça sensibilise les clients, etc., etc. Donc c'est pas mal, tout ça, ça s'inscrit évidemment dans les logiques RSE des entreprises. Les GAFAM, les méchants géants américains, sont pas mal engagés malgré tout. Alors vous allez me dire, ouais, c'est du greenwashing, etc. Forcément, il y a du greenwashing. Mais il y a aussi des gens qui disent, mais il faut du greenwashing. Il faut du greenwashing, parce que ça sensibilise, parce que ça, mine de rien, ça permet d'enclencher des actions, etc. Alors Google, Apple, Microsoft sont tous sur l'objectif zéro carbone et même sur l'objectif bilan carbone négatif. Ils sont en train d'essayer de récupérer et de compenser leurs émissions de CO2 des années passées. Je veux dire, même si ça reste des entreprises commerciales, c'est quand même bien qu'ils le fassent. Par exemple, Apple a mis au point ce robot qui s'appelle Daisy, qui est un produit interne pour démonter les iPhones. Et c'est un truc génial parce que c'est pas facile de démonter un smartphone. Il y a plein de petits machins dans tous les sens. Et ça leur permet véritablement de recycler entièrement leurs iPhones et de refabriquer des nouveaux produits avec une certaine proportion, sans doute pas assez, jamais assez, mais une certaine proportion de produits recyclés. Je sais que l'iPhone 13, il a notamment des bouts de bouteilles plastiques recyclées pour assembler les antennes, etc. Greenwashing peut-être, mais au moins ça bouge. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors voilà, innovation utile, inclusive, respectueuse de l'environnement. Vous allez me dire c'est fini? Non, pas du tout. Il y a aussi la dimension collaborative. C'est-à-dire que moi je vois de plus en plus les grands groupes, évidemment quand on est un grand groupe c'est très difficile d'innover parce que y a des lourdeurs, il y a une culture, etc. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire rentrer le ver dans le fruit en prenant sous leurs ailes des startups ou en créant leur propre start-up à partir des programmes d'intrapreneuriat. Ça, toutes les entreprises le font. Je ne sais pas, il faudra peut-être attendre un peu pour voir un peu le bilan de tout ça, mais le mot d'ordre, c'est vraiment co-innovation, open innovation, etc. Également se rapprocher de la recherche pour développer des deep tech, et puis s'inspirer des innovations grand public, et c'est là où on revient sur cette notion d'interaction entre le B2B et le B2C, parfois partir de choses très grand public, des applications mobiles ou autres, pour essayer de changer un peu les process et changer des façons de faire de grands groupes. Donc il y a une vraie volonté, en tout cas, parmi les responsables qui parlent aux journalistes et qui veulent donner une certaine image aussi de leur entreprise, il y a une volonté de développer une culture de l'innovation, une stratégie de l'innovation, etc. Mais le fait est que, de toute façon, le constat il est simple, le bilan c'est soit innover, soit mourir à terme, donc on n'a pas le choix. Et puis enfin, un tout dernier événement, eh bien l'innovation aujourd'hui, et ça c'est assez récent, mais c'est pas inintéressant, elle doit être souveraine. C'est le mot d'ordre, c'est le mot-clé, la souveraineté numérique, et c'est pas une mince affaire. Comment rester maître de nos technologies et surtout de nos données, puisqu'on utilise évidemment énormément de
technologie numérique américaine. Comment ne pas devenir une colonie numérique des États-Unis, à la fois pour la data et pour les outils. Pour les outils, l'autre jour, j'interviewais un chef d'entreprise qui a développé une solution alternative des grandes solutions américaines, qui disait, mais qu'est-ce qu'on fait si les Américains coupent tout? Si demain, ils nous enlèvent Google, tous les outils qu'on utilise tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On retombe au Moyen-Âge. On l'a vu il y a 3 jours avec la panne de Facebook. 6 heures de panne, la planète s'est enflammée. Alors vous aviez ceux qui disaient « Ouais, super, ça nous fait des vacances. Tiens, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui est super sympa, qui a l'air cool. » Non, je ne sais plus, qui disait « C'était une super soirée, j'ai discuté avec ma femme. » Donc il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Il y avait des opérations commerciales en cours qui n'ont pas pu avoir lieu. Voilà, ça pose énormément de problèmes. Donc la souveraineté numérique, tout le monde en parle. J'ai interviewé Cédrico, qui n'a que ce mot-là à la bouche. C'est aussi un argument marketing, on le voit bien, pour certaines entreprises françaises, pour promouvoir leurs propres solutions. Mais c'est pas simple, parce que on le voit avec les histoires de cloud en ce moment. Eh bien, le vrai savoir-faire et l'avance technologique, c'est plutôt du côté américain. Seulement, c'est une menace pour nous, notamment, y compris pour des raisons juridiques, puisque, vous le savez sans doute, avec le Cloud Act et le Patriot Act, eh bien, la justice américaine, si elle le souhaite, a la possibilité de venir fouiller dans tout data center, dans tout serveur, dans tout ordinateur appartenant à une entreprise de droit américain, même si cette entreprise n'est pas située sur le territoire américain, mais qu'elle est située en France, d'où eh bien, les tiraillements et les difficultés aujourd'hui des acteurs français pour passer des partenariats avec Google, Microsoft, etc. sur le cloud, en essayant de pouvoir garantir une souveraineté numérique. Donc c'est vraiment une préoccupation croissante. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. Ça fait beaucoup de choses. Donc, voici la question qui se pose. Tout cela est-il finalement conciliable? Tirer parti des innovations dont on parlait tout à l'heure, avec la contrainte, avec les différentes contraintes que je viens d'évoquer. Je pense que c'est jouable, puisqu'il faut faire des choses folles avec le maximum de prudence. C'est ce que dit Michel Maure, qui est un écrivain français, et c'est plutôt une bonne manière, me semble-t-il, de résumer les choses. Voilà, je vous remercie beaucoup, et je suis à votre disposition encore quelques minutes. J'ai aucune notion du temps, je ne sais pas où on en est.